Merci. Marthe Fatin-Rouge-Stefanini, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre invitation. Et au début de ce débat, vous nous avez invités à la fois à parler dans notre domaine de spécialité, mais aussi en tant que citoyen. Et je vais commencer par la parole de citoyenne, parce que je voudrais vous faire part d'un rêve. Alors, c'est un rêve peut-être qui est pas seulement dû à l'heure tardive, mais peut-être à ma naïveté. Mais en fait, j'ai toujours cru, j'ai toujours espéré que l'école publique en France soit partout la meilleure école de France, partout. C'est-à-dire, quel que soit le lieu où on habite, que ce soit une école d'excellence, meilleure que le privé, par exemple. La meilleure école de France, la meilleure école aussi dans laquelle il y ait toujours de la mixité sociale, qu'on revienne, qu'on réintroduise la mixité sociale. Je dis réintroduire parce qu'on l'a connu, ça, il y a 30 ans. La mixité sociale, on l'a connue, et l'école publique excellente aussi, on l'a connue. Cette école publique, j'y tiens parce que c'est l'école de l'ascenseur social, c'est l'école de l'égalité des chances, c'est l'école aussi de la solidarité. Et c'est vrai qu'on peut se demander comment peut-on avoir aujourd'hui des individus solidaires si les individus ne se côtoient pas dès l'école. Alors une école excellente, bien évidemment, de la maternelle jusqu'à l'université et dans toutes les formes d'école. Le deuxième point pour lequel je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon domaine d'expertise. Je suis constitutionnaliste et comparatiste, je travaille sur les référendums. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les citoyens souhaitent s'impliquer davantage, aussi bien sur le plan local que national, dans les processus de prise de décision, mais aussi dans le contrôle en continu des actions entreprises par les élus. Il y a à la fois une volonté de prendre part à la chose publique et de bénéficier d'une plus grande transparence dans les choix effectués. La transparence par rapport aux lobbies également, hein, qui peuvent être parfois derrière certaines décisions. Alors, plusieurs pistes ont été évoquées dans le cadre du grand débat, notamment les assemblées citoyennes constituées de personnes tirées au sort et surtout le référendum d'initiative citoyenne. Alors en France, on a des procédures référendaires, c'est vrai, notamment à l'article 11, mais ces procédures, elles sont complètement dépassées, démodées, et même la réforme de 2008, elle n'est pas du tout à la hauteur des attentes des citoyens. Le référendum d'initiative partagée, ce n'est pas un référendum d'initiative partagée, c'est un référendum d'initiative parlementaire. Ce n'est pas les citoyens qui prennent l'initiative de ces référendums. Alors c'est vrai qu'en France, on craint le référendum d'initiative citoyenne. Hein. Il n'est pas particulièrement, comment dire, c'est pas quelque chose qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, on met toutes les procédures référendaires qui sont très mal connues dans le même sac. En fait, il y a une diversité de procédures, il y a une diversité d'exemples à l'étranger. Il y a beaucoup d'États qui se sont dotés de référendums d'initiative citoyenne et de procédures d'initiative citoyenne. Donc, on parle souvent des mauvais exemples, mais on ne parle pas des bonnes pratiques. Or, le référendum d'initiative populaire, ça peut être un véritable atout dans une démocratie lorsque la procédure est bien pensée. Ça peut permettre, bien évidemment, aux citoyens de s'impliquer plus, c'est ce qu'ils demandent d'ailleurs. Ça peut permettre aux citoyens de soutenir certaines réformes importantes, notamment en matière environnementale. Ça peut permettre aussi que certaines questions, tout simplement, soient débattues à la fois hors du Parlement, mais également dans le Parlement. Et on devrait prendre l'exemple de la Suisse, où les propositions d'initiative populaire sont débattues dans le Parlement, des avis sont donnés par le Parlement, qui sont souvent suivis par les citoyens, et il y a même la possibilité de faire des contre-projets. Il y a aussi le cas de l'Oregon, par exemple, où là, il y a une association entre le référendum d'initiative, alors qu'il soit populaire ou parlementaire, et une assemblée délibérative, une assemblée de citoyens qui va venir donner son avis, c'est-à-dire des personnes tirées au sort qui vont donner leur avis sur ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont compris de la proposition référendaire. Ils vont écouter ce qu'ont à dire les promoteurs, mais aussi les détracteurs du référendum. Ils vont écouter les experts et ils vont livrer aux citoyens, en même temps qu'on va leur donner le
le matériel électoral, en fait, toute la proposition référendaire, ils vont livrer ce qu'ils ont compris et ça va aider les citoyens à éclaircir les enjeux d'un référendum. Donc le référendum, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il ne faut pas diaboliser les référendums. Il y a des bonnes procédures référendaires. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus le sacraliser, le référendum. C'est pas parce que les citoyens se prononcent au niveau national qu'avec un référendum, on peut tout faire. Ça ne donne pas le droit de tout faire, justement dans une démocratie. Parce que dans la démocratie, il y a aussi le respect des droits et des libertés fondamentaux, la préservation de l'état de droit. Et tout simplement, si on pose un cadre pour le respect, un cadre qui permet de justement, comment dire, limiter... pardon, si on pose des garde-fous en matière référendaire, excusez-moi, c'est l'heure tardive, eh bien, ça permet tout simplement de protéger la liberté de choix des électeurs, plus largement l'égalité du vote, que l'on ne trouve pas derrière les plateformes sur les réseaux sociaux et la participation des citoyens derrière les réseaux sociaux. Et ça permet tout simplement de protéger la démocratie elle-même, le cadre référendaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marthe Fatin.